Mesdames et messieurs, bonjour et très ravi de vous retrouver pour ce numéro de votre émission hebdomadaire Alinéa. Alinéa, c'est votre magazine juridique qui rend le droit audible et accessible à tous. Ce samedi, Alinéa aborde l'épineuse question de la prise en charge juridique des violences faites aux femmes avec une coproduction de FIM FM et l'ONG Cojinta. Comme vous le savez, mesdames et messieurs, la République de Guinée est un État laïque et démocratique qui a consacré dans sa constitution l'égalité de tous, sans distinction de race, de sexe, encore moins de religion. Malgré cette égalité solennellement affirmée, la femme guinéenne est victime du statut que lui confère la société traditionnelle. En effet, la grande majorité de la population guinéenne reste fortement influencée par des préjugés et stéréotypes qui assignent à l'homme et à la femme des rôles et fonctions sociaux qui établissent un rapport de dominant-dominé en fonction de leur sexe. Cette perception des rapports hommes-femmes instaure une véritable suprématie du premier sur la seconde, en dépit de leur supériorité numérique et de leur contribution de plus en plus croissante dans les dépenses des familles. Les femmes guinéennes souffrent encore de nombreuses discriminations et stigmatisations. Elles sont très représentées dans les sphères de prise de décision, dans les institutions publiques et privées du pays et font l'objet de plusieurs formes de violence basées sur le genre. Ces discriminations et violences à l'égard de la femme trouvent leur origine et justification non seulement dans les usages et coutumes de l'ensemble des ethnies guinéennes, mais aussi dans une interprétation erronée des règles et traditions de l'islam, religion de près de 80% des Guinéennes et Guinéennes. Et pour parler de cette lancinante question, nous recevons pour vous dans ce numéro de Alinéa Maître Foromou Frédéric Loy. Il est avocat à la Cour, directeur exécutif de l'ONG Les Mêmes Droits pour tous. Maître Frédéric Foromou Loy, bonjour et bienvenue. Oui, bonjour, et c'est véritablement un plaisir de me retrouver ce matin ici pour discuter avec vous d'un thème aussi intéressant qu'actuel. Et voilà. Je pense que nous allons aborder tous les aspects du thème et nous en sortirons grandement remerciés. En tout cas, merci et bienvenue dans cette émission. Dans un moment, mesdames et messieurs, nous allons ouvrir le débat et c'est langue droit. Des sujets juridiques détricotés avec notre invité exceptionnel, Maître Frédéric Foromou Loy, qui est avocat à la Cour, et vous êtes directeur exécutif de l'ONG Même Droit pour tous. Maître Frédéric, pour commencer, l'ONG aujourd'hui, Cojinta, est sur tous les fronts pour la vulgarisation du droit. Oui, effectivement, nous sommes en partenariat, Cojinta, l'OGDH et MDT, avec un financement de l'Union européenne pour essayer de faire en sorte que la justice pénale fonctionne dans ce pays, pour essayer de rendre disponibles des avocats dans les juridictions pour que les dossiers pénaux qui sont en souffrance puissent être jugés et que les détenus qui sont en détention quelquefois illégale puissent être situés sur leur sort. Et c'est le travail auquel nous nous sommes attelés. Et pour cela, nous avons développé des cliniques juridiques à travers le pays. Nous en avons ici en Zérékoré, à Kankan, à Labé, à Mamou et à Kindia. Et ces cliniques juridiques sont auprès des juridictions, comme je l'ai dit, pour faire en sorte que la justice fonctionne conformément aux lois de la République. Alors, Maître Frédéric Loy, nous avons dressé tout à l'heure ce tableau sombre de la violence faite aux femmes. Feu Massila, elle reste désormais dans nos mémoires. Elle est devenue le symbole de cette violence faite aux femmes. Oui, effectivement, vous avez bien décrit ce tableau sombre. C'est malheureusement la réalité de notre pays. Nous avons les lois. La Guinée a signé tous les textes internationaux qui font la promotion de la femme. Et même les lois de la République également parlent de l'égalité entre hommes et femmes. Et une protection spéciale est accordée à la femme. Malgré ce dispositif juridique, il n'y a que les pesanteurs culturelles pèsent encore fort dans la société qui font que véritablement ces lois tardent à être une réalité dans la vie quotidienne des Guinéens. Vous, en tant qu'avocat, quel est aujourd'hui l'état des lieux? Oui, effectivement, nous avons, comme je l'ai dit, fait beaucoup de plaidoyer. Nous avons contacté beaucoup d'autorités et j'avoue qu'à la faveur de la réforme du droit pénal en 2016, nous avons repris le droit pénal guinéen et nous avons travaillé pour faire en sorte que tous les textes internationaux qui protègent la femme puissent être intégrés dans le droit pénal guinéen. Ce qui a été fait notamment
pour les mutilations génitales féminines qui n'étaient pas reconnues par l'ancien code pénal. Actuellement, cette infraction gravissime est définie avec des sanctions qui peuvent aller de la réclusion criminelle à perpétuité. Donc c'est un travail qui a été fait. Et également, nous travaillons avec les services de l'État, notamment le PROGEM, qui nous réfère des cas de violence à l'égard de la femme, et nous nous chargeons de les représenter devant les juridictions. Alors, Maître Frédéric Foromolois, avocat à la Cour et directeur exécutif de l'ONG MDT, nous abordons avec lui l'épineuse question de la prise en charge juridique des violences faites aux femmes. Alors, Maître Frédéric Lois, quel est le rôle aujourd'hui des ONG dans la lutte contre les violences faites aux femmes? Les ONG jouent un rôle important, jouent un rôle capital pour faire en sorte que les textes protégeant la femme soient une réalité dans notre pays. Vous savez, très souvent, nous recevons des victimes. Nous recevons des femmes victimes de violences et nous nous chargeons de porter ces cas-là devant les services de police, la justice. Mais très souvent, nous sommes confrontés à des difficultés, notamment parce que la femme reçoit des pressions de sa famille ou que les autorités vers lesquelles nous sommes en train de porter l'action sont mues par des considérations culturelles qui leur disent que véritablement une femme n'a pas le droit d'attraire son mari devant les juridictions. Une femme qui subit de la violence n'a pas le droit d'aller devant les services de police judiciaire. Elle doit se sacrifier, elle doit observer un comportement de sacrifice face à la violence de son mari. Donc la tradition aujourd'hui influence les textes de droit. La tradition influence beaucoup les textes de loi et quelquefois même ce sont ces autorités-là qui nous demandent de retourner vers la famille, régler cette situation à l'amiable. Alors que nous sommes devant une situation gravissime. Nous sommes en train de gérer actuellement un dossier du côté de Koya. Lequel? Où une femme a été violentée par son mari. Ces affaires se retrouvent actuellement dehors. Le mari est venu enlever les portes, n'est-ce pas, de la maison dans laquelle vivaient la femme et sa fille, parce que justement, il ne veut plus vivre avec cette femme, alors que cette maison a été construite par sa femme et lui-même. Donc au jour d'aujourd'hui, la femme se trouve à la Belle Étoile et il a exercé des violences sur sa femme, si bien que la femme a perdu l'usage du bras gauche. Donc ce sont des situations qui perdurent devant les juridictions et j'avoue que nous avons des difficultés à faire comprendre les autorités pour qu'elles prennent l'action publique nécessaire pour réprimer cette infraction, encore une fois, qui porte atteinte à l'intégrité physique et morale de la femme. Alors, Maître Frédéric Lois, pour la lanterne de nos auditeurs, qu'est-ce qui peut constituer une violence faite à une femme? Parce qu'il faut d'abord faire la typologie de ces violences. Et d'abord, qu'est-ce qu'on appelle violence? Parce qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui ne pourraient pas comprendre, il y a des couples qui ne pourraient pas comprendre. Aujourd'hui, malheureusement, c'est l'impression, la femme n'est pas un objet pour l'homme, Maître Frédéric Lois. Oui, la femme n'est pas un objet pour l'homme. La femme et l'homme jouissent des mêmes droits. La femme et l'homme sont reconnus égaux devant la loi. Il n'y a pas de distinction possible dans la loi entre l'homme et la femme. Tout ce que l'homme peut faire, la femme peut faire. Mais il y a que, encore une fois, que nous sommes dans une société qui a des valeurs culturelles qui sont contraires à la loi et que des gens veulent, mais à tout prix, perpétuer. Alors que quand une tradition va à l'encontre de la loi, elle doit être bannie. Parce que la loi, toute tradition qui viole la loi n'est pas admise, en tout cas dans une société démocratique comme la nôtre. Donc, comme je l'ai dit, les ONG travaillent véritablement pour faire en sorte que l'impunité des violences faites aux femmes connaisse une inversion, pour que l'impunité contre des violences faites aux femmes cesse et que les hommes sachent qu'ils ont le droit, ils ont l'obligation de protéger la femme. La femme n'est pas un objet, la femme c'est un être humain au même titre que l'homme et de ce point de vue-là, ils sont protégés, comme je l'ai dit, de façon égalitaire et l'homme a le droit de se conformer à cette prescription légale, sinon
il s'expose à des poursuites pénales. Alors, Maître Frédéric, donc, à vous entendre parler, même la violence verbale peut être réprimée par la loi. Mais bien sûr, la violence... Dans un couple, évidemment. La violence peut être reprimée. Il y a la violence morale, il y a les violences physiques qui sont reprimées, il y a les violences verbales. Le fait pour un homme, par exemple, d'injurier publiquement sa femme, d'avilir sa femme publiquement, ce sont des comportements qui sont bannis et qui sont punis. Et à plus forte raison, exercer des violences physiques, des coups sur la personne de sa femme, je pense que ce sont des infractions qui sont sévèrement réprimées sous d'autres cieux. Tout homme qui tenterait ce genre de comportement, mais irait en tôle pour un bon moment. La femme peut évidemment mettre Frédéric au usure de la légitime défense quand même. Oui, mais vous savez, la loi... Lorsque vous êtes face à un homme barbare qui ne comprend rien du tout d'une vie de couple, vous êtes obligé de vous défendre quelque part. Oui, la loi vise à protéger le faible. L'objet de la loi, c'est la protection du faible. Vous savez, entre l'homme et la femme, la constitution biologique de l'homme fait que il est plus fort que la femme. Il est plus agressif que la femme. Et l'homme est conçu de façon biologique comme tel. Et la femme aussi est conçue à sa manière. Mais ces deux doivent se compléter. Ce n'est pas parce que l'homme est fort qu'il doit battre sa femme. Ce n'est pas parce que l'homme est violent qu'il doit exercer cette violence sur la femme. La loi est là pour équilibrer, pour rappeler à tout un chacun son rôle, le rôle qui est le sien pour que la société fonctionne de façon normale, de façon équilibrée. Ce qui nous amène, Maître Frédéric Fourumou, à dire clairement quel est le régime juridique aujourd'hui de protection de ces victimes. Parce que les victimes aujourd'hui, qu'est-ce qui les caractérise? C'est l'omerta totale. Elles n'osent pas du tout dénoncer à cause de la pression des parents et des proches. Maître Frédéric Loa. Le cas Massila pourrait être évité. Oui, bon, parlant de protection, de régime juridique de la protection des violences faites aux femmes, il faut faire une distinction. Allez-y. Il faut faire une distinction pour que, n'est-ce pas, le citoyen soit édifié. Vous avez, d'abord, sur le plan de la loi, vous avez la loi en tant que telle, notamment le code pénal, qui reprend en son sein des dispositions qui repriment les violences faites aux femmes. Il y a aussi des actes réglementaires qui avaient été pris. Des actes réglementaires, notamment, c'était en 2003, 2004 ou 2005, je ne me rappelle plus de cette date. Il y a des arrêtés conjoints qui avaient été pris pour définir les violences à l'égard des femmes, mais également prévoir des sanctions pénales. Nous nous sommes dit à l'époque que ce n'était pas normal, parce que l'infraction relève du domaine de la loi. Il n'appartient pas à un ministre de prévoir une sanction pénale. Un arrêté ministériel n'a pas vocation à faire, n'est-ce pas, comment on appelle ça, à prendre des sanctions pénales. L'arrêté définit un cadre administratif, un cadre réglementaire. Donc nous nous sommes dit que ce n'était pas normal. Il n'appartenait pas au ministre de prendre des arrêtés pour réprimer les violences faites aux femmes. C'est pourquoi, dans le cadre de la réforme du droit pénal, nous allons y revenir dans un court instant, car la radio aussi, c'est les spots publicitaires. On se retrouve juste dans un court instant, après nos obligations commerciales et une page info. Et on se retrouve dans Alinéa avec notre invité exceptionnel, Maître Frédéric Fourumou. Avec lui, nous parlons de la prise en charge juridique de la violence faite aux femmes. Invité exceptionnel, Maître Frédéric Fourumou. Il est avocat à la Cour et directeur exécutif de l'ONG MD pour tous. Et je vous rappelle, mesdames et messieurs, que cette émission est coproduite par FIM-FM avec notre ONG partenaire Kojinta. Alors, Maître Frédéric Fourumou, par rapport toujours à cette prise en charge juridique de la violence faite aux femmes, il sera préférable de définir certains termes usuels, parce que les femmes, c'est vrai, même lorsqu'elles sont victimes de violences, elles ne savent pas à qui s'adresser. On entend tantôt parler d'assistance juridique, d'assistance judiciaire. Qu'en est-il réellement? Oui, merci. J'étais d'abord en train de parler de l'arrêté qui avait été pris, qui, n'est-ce pas, avait prévu des sanctions pénales. Nous avions dit à l'occasion de la réforme
de la justice, notamment lorsque nous écrivions le code pénal, qui n'appartenait pas à un arrêté de prévoir des sanctions pénales. C'est pourquoi la loi en son sein, la loi pénale, le code pénal de 2016, a repris en son sein les dispositions essentielles qui répriment les violences faites aux femmes. Donc, cela dit, pour un peu revenir aux questions, nous, dans le cadre du travail que nous faisons pour protéger les femmes, il y a deux variantes principales. Nous avons ce qu'on appelle l'assistance juridique et nous avons aussi l'assistance judiciaire. Donc l'assistance juridique, comme je l'ai dit, est la possibilité de faire accompagner par un expert du droit, qui peut être un juriste, un avocat ou un notaire, lors d'un litige avec un tiers pour la recherche d'un accord amiable ou une solution juridique. Donc, et elle peut, comment on appelle ça? Elle sert à aider les justiciables à y voir plus clair face à l'opacité des règles juridiques. Quelquefois, la loi est compliquée. Donc, on est là pour un peu expliquer les méandres de la loi aux femmes qui sont victimes de violences, à elles maintenant de décider de la voie à suivre. Donc, c'est ce qu'on appelle un peu, dans le jargon du travail que nous faisons, l'assistance juridique. Maintenant, l'assistance judiciaire, là, elle permet aux victimes d'être représentées ou assistées de manière gratuite par un avocat lors d'une action en justice. Ça veut dire que l'action est maintenant portée en justice et la femme a besoin d'être assistée, d'être aidée dans la procédure, n'est-ce pas, qui est pendant désormais devant la cour. Donc avec des avocats commis d'office. Avec des avocats commis d'office qui travaillent gratuitement, qui aident à ce que la procédure engagée aille jusqu'à son terme et que les droits de la femme puissent lui être reconnus. Voilà un peu les deux actions que nous faisons sur le terrain, et ces actions varient en fonction du dossier, en fonction du cas, en fonction de la situation de la femme. Il y a des femmes qui viennent pour dire que bon, moi je suis victime de violence, je suis n'est-ce pas, menacée par son mari, mais pour autant je ne veux pas divorcer. Je veux que vous appelez mon mari pour que nous nous asseyions et que nous discutions pour finir le problème, parce que j'ai envie de rester dans mon foyer. Donc c'est ce qu'on appelle en droit la période de conciliation. Voilà, donc on invite souvent le mari et la femme dans nos locaux. Ils viennent, nous les écoutons et nous tentons véritablement de les rapprocher, de dire à son mari les sanctions qu'il encourt lorsqu'il ne cesse pas de se comporter de la sorte. Et si la femme a des défauts, nous profitons également de lui parler pour faire en sorte que les deux couples aillent réconcilier et que la vie conjugale puisse continuer à son terme. Il y a des cas maintenant où la femme vient pour dire que véritablement, je ne veux plus rester dans ce foyer, je suis frappé, je suis humilié, je suis battu et je demande le divorce, ou je demande qu'une action pénale soit engagée contre mon mari parce qu'il m'a blessé, il m'a violenté, il m'a insulté. Et en ce moment-là, nous définissons la procédure qui sied et nous engageons, n'est-ce pas, cette procédure conformément aux vœux et aux intérêts de la femme. Souvent, Maître Folomo, les femmes sont confrontées aussi à ce problème d'honorer des avocats. Oui, ça pose un sérieux problème. Oui. Elles se disent, oui, je suis victime de violences faites à mon époux, mais comment avoir l'aide ou le service d'un avocat? Oui, c'est pourquoi nous avons créé ces cliniques juridiques-là, pour pallier un peu à ce déficit de fonctionnement. Donc pour les auditeurs, ces cliniques juridiques, les consultations sont gratuites. Sont gratuites et les avocats les aident gratuitement. Elles n'ont absolument rien à payer. Et pendant ce temps, nous sommes en train de travailler sur le projet de la loi sur l'aide juridictionnelle. Vous savez, l'État doit faire en sorte que la justice ne soit pas un luxe, que la justice soit à la portée de tout le monde. C'est pourquoi il y a des fonds que l'État met à côté pour essayer de venir en aide aux indigents qui doivent faire face aux frais de la justice. Et il y a un projet de loi dans ce sens-là. Nous sommes en train de finaliser ce projet de loi et très bientôt, nous allons saisir les autorités du ministère de la Justice par ce projet de loi pour que ce projet soit débattu en Conseil des ministres et qu'il soit admis devant le CNT lorsqu'il va être fonctionné, pour que cette loi soit votée pour un peu combler ce déficit. Le seul bémol, Maître Frédéric Blois, c'est la lenteur de la justice guinéenne. Oui, la justice est lente, mais cette lenteur aussi s'explique par souvent le défaut de moyens, par le défaut d'une politique judiciaire fiable. Voyez-vous, on a tout le temps dit que le budget alloué, la part du budget de l'État alloué au fonctionnement de la justice était insignifiante par rapport aux besoins colossaux
de la justice. Donc il faut quand même revoir cette politique. C'est pourquoi nous pensons que dans le cadre de cette transition, toutes ces difficultés, tous ces problèmes vont être réglés et que la justice va désormais être la boussole, comme l'a si bien dit le président de la République, pour que justement cette boussole puisse guider, puisse être le guide, le repère de tous les Guinéens. Je reviens sur la question persistante d'un auditeur qui veut mieux comprendre quelles sont les dispositions légales en la matière, les peines y afférentes surtout. Bon, on ne va pas parler, on ne peut pas, je n'ai pas toutes les dispositions légales en tête, mais ce que je peux dire, je peux faire les typologies quand même des violences qui sont faites aux femmes. D'accord. Voyez-vous, vous avez d'abord la première catégorie des violences faites aux femmes, ce sont les mutilations génitales féminines. Les mutilations génitales féminines, ce sont des infractions gravissimes. C'est une violence faite aux femmes? C'est une violence faite aux femmes qui consiste c'est une ablation d'une partie de l'organe génital féminin. Ça, c'est une atteinte à l'intégrité physique. On dirait encore que c'est la coutume qu'il veut, oui, qu'il veut ainsi. Alors que c'est une infraction qui est prévue et reprimée, mais de façon grave dans le code pénal. Et pour la répression de cette infraction, nous assistons à une complaisance, à un laxisme de la justice. Les quelques rares cas que nous avons eu la chance de porter devant la justice, nous en sommes sortis avec des sanctions dérisoires. Quelquefois, on prononce des peines assorties de sursis pour des cas de mutilation génitale féminine, alors que ce sont des faits criminels. Ça, pour avoir une idée de ces violations, de cette infraction, il faut lire les dispositions des articles 258 à 261 du Code pénal et également l'article 774 du Code de l'enfant. Donc, cette infraction est décrite avec les sanctions qui sont rattachées. Et cela permet véritablement aux uns et aux autres d'être édifiés sur la gravité de cette infraction. Après cela, vous avez le mariage d'enfants. Il y a dans nos coutumes... Vous voulez parler du mariage précoce? Le mariage précoce. Il y a dans nos coutumes que des filles sont mariées à l'âge de 12 ans, des filles sont mariées à l'âge de 13 ans, ce qui est grave, alors que la loi a défini l'âge légal du mariage. 18 ans, n'est-ce pas, pour l'homme et la femme. Donc, il faut véritablement faire en sorte que la jeune fille ne puisse pas aller en mariage de façon précoce. Faire en sorte que la fille aille à l'école et qu'on lui donne les chances de s'épanouir dans la vie. Et après, elle pourra librement se marier. 18 ans, Maître Frédéric Loi, oui. Bien sûr, avec son consentement. Oui, avec son consentement, bien sûr. Le mariage, c'est... Vous pouvez avoir l'âge de vous marier, mais si vous ne consentez pas au mariage, ce n'est pas la peine que les parents vous obligent à le faire. C'est un contrat social. C'est un contrat social qui nécessite l'accord de la femme. Tout à fait. L'accord de la femme qui doit aller en mariage. Vous avez l'autre infraction qui est l'abandon de famille. Il y a violence faite aux femmes, il y a l'abandon de famille. Il y a des hommes qui font des enfants avec une femme. Ils font 2, 3, 4 enfants avec la femme. Du jour au lendemain, ils disparaissent. Ils laissent à la charge de cette femme-là, ils laissent tous ces enfants à la charge de la femme alors que la femme n'a pas les moyens. Et cela amène véritablement la femme à connaître des difficultés énormes. Quelquefois, la femme ne sait plus à quel sens se vouer. Les enfants sont là, il faut payer le loyer, il faut payer la scolarité, il faut payer la nourriture des enfants. Il faut. Et ces gens-là viennent nous voir pour dire de poursuivre leur mari pour abandon de famille. Et ça, c'est une infraction qui est prévue dans le code pénal. L'homme n'a pas le droit d'abandonner sa femme avec ses enfants. L'homme n'a pas le droit d'abandonner le domicile conjugal. Il a l'obligation de fournir les moyens, en tout cas en sa possession, pour donner le meilleur à sa famille, pour satisfaire, n'est-ce pas, les besoins de sa femme. À partir de quel mois ou année on peut parler d'abandon de famille? Non, parce que l'homme peut abandonner la famille après 2 semaines, 1 mois et qu'il revienne encore en famille. Oui. Quelles sont les dispositions juridiques à la matière? Voilà, l'abandon de famille est prévu par les dispositions des articles 369 à 370 du code pénal. Quand vous lisez cette disposition, vous verrez, n'est-ce pas, une description concrète avec les sanctions qui y sont rattachées, comme je l'ai dit. Donc, c'est une infraction aussi pour laquelle les femmes viennent souvent nous voir pour dire que mon mari m'a abandonné avec mes enfants, ou bien mon mari m'a jeté dehors, mon mari a fermé la porte, mon mari a fait ceci. Et ces infractions, nous nous chargeons de les porter devant les juridictions pour que véritablement l'homme
puisse comprendre qu'il est obligé de subvenir aux besoins de sa femme et aux besoins de ses enfants. Est-ce qu'il y a des cas illustratifs, Maître Frédéric, où les femmes ont obtenu gain de cause? Oui, il y a des cas. Une chose, c'est de saisir la justice et obtenir gain de cause à l'autre. Oui, mais il y a des hommes souvent qui sont imbus de leur personne ou qui se rattachent à des valeurs culturelles qui ne s'y est pas, qui disent que moi, ma femme ne m'envoie pas en justice, ma femme ne m'envoie pas à la police. Dès lors que ma femme m'envoie en justice, ça veut dire qu'elle a signé son arrêt de divorce. Je dis non. La femme, dans la majeure partie des cas, la femme n'attrait pas son mari devant les juridictions pour lui faire du mal. C'est pour faire prendre conscience à l'homme de ses responsabilités en ce qui la concerne, en ce qui concerne ses enfants. C'est pour amener l'homme à créer un environnement social viable et fiable dans le foyer pour que les enfants s'épanouissent. Et là, souvent, nous avons véritablement des cas. C'est qu'on ne peut pas nommément citer ces cas ici. Nous avons l'obligation de garder, n'est-ce pas, l'anonymat pour préserver l'intimité des personnes qui viennent vers nous. Tout à fait. Vous avez également des violences volontaires et des violences conjugales. Là, c'est récurrent. Des hommes qui battent leurs femmes et qui prennent sur eux la responsabilité de violenter, de mettre dehors les femmes, de les blesser. Ça, c'est récurrent. Et c'est culturel. Il y a des hommes qui pensent qu'il faut frapper la femme, alors que c'est interdit. Nous avons assez de cas comme ça, des femmes qui viennent chez nous et qui disent que je suis violentée. Et pour cela même, je dis aux femmes, voilà, qu'elles peuvent encore une fois venir dans nos locaux à MDT. Nous avons la clinique juridique là-bas. Nous allons les écouter, nous allons les entendre et porter plainte contre, n'est-ce pas, ce mari indélicat qui se donne le malin plaisir, n'est-ce pas, de violenter. Et il y a des femmes qui vous diront, Maître Frédéric Gloire, non, il y a des hommes qui vous diront, pardon, que ma femme m'affronte. Oui, mais la femme, même si votre femme vous affronte, ce n'est pas pour autant que cet orgueil masculin doit disparaître. Voilà, ce n'est pas pour autant que vous allez lui porter violence, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de canaux pour pouvoir régler les différends avec sa femme. Et ce n'est pas la violence qui règle les problèmes entre les couples. Ce n'est pas la violence. Un couple qui vit normalement n'a pas besoin de violence. Vous faites raisonner votre femme, vous faites raisonner votre mari, et dans un cas normal, je pense que les rancœurs, les tensions vont baisser et puis la vie en couple va continuer. Autre chose, Maître Frédéric, une femme qui supporte tous les frais, toutes les charges à la maison, souvent a l'intention d'avoir une ascendance carrément sur son époux. Aujourd'hui, ça c'est un cas qui est connu de tous. Oui, vous savez. Et lorsque l'homme n'est pas productif à la maison, ça devient un sérieux problème. La femme se dit aussi, tout est permis. Oui, vous savez, il faut aussi reconnaître que nous sommes dans une culture, nous sommes dans un environnement culturel où la femme pense que c'est l'homme qui doit pouvoir tout faire. Même si des femmes ont des moyens, souvent elles sont réticentes à s'engager dans les dépenses de la famille. Pour elles, c'est l'homme qui doit tout faire. Je pense que cette perception doit changer parce que dans la loi, il est dit que chaque époux doit concourir au bien de la famille en fonction de ses facultés contributives. Chaque époux doit contribuer au bien-être de la famille selon ses facultés contributives. Si vous pouvez trouver 5 francs, votre mari à 20 francs, 30 francs, vous mettez ensemble pour véritablement que la famille vive très bien. On se marie pour d'abord le bien de son foyer et c'est par après qu'on peut penser à aider ses familles. Mais on ne peut pas se marier pour dire que on va prendre en charge toute la famille alors que les enfants ou le mari a des difficultés. Donc ça, ce sont des vérités souvent que nous profitons pour dire aux femmes, pour dire qu'il est vrai que l'homme a la responsabilité principale du bien-être de la famille, mais la femme à côté doit aussi contribuer pour aider son mari, pour faire en sorte que la vie dans le foyer, le bien-être des familles soit au rendez-vous, n'est-ce pas, dans le creuset familial. Voilà un peu ce que je voulais dire. Et après, il y a maintenant, autre catégorie de violence, vous avez les agressions sexuelles, n'est-ce pas? Ce qui est devenu très très récurrent. Voilà, qui est devenu très récurrent. Et ça, la première agression à laquelle nous pensons, c'est le viol. Et le viol, n'est-ce pas, est prévu par les dispositions des articles 268 à 270 du Code pénal guinéen et du Code de l'enfant, l'article 818. Donc ce sont des infractions qui sont gravissimes et qui sont réprimées par la loi.
Le dernier cas en date, vous le savez, le cas de Mma, qui défraie la chronique actuellement, qui a perdu malheureusement la vie du côté... Qu'avez-vous fait? Votre clinique juridique avait été contactée à l'époque? Oui, il y a d'autres ONG... On vous a pas entendu parler? Non, il y a beaucoup d'ONG qui parlent, qui ont levé le ton. Il y a l'ONG de madame... comment on appelle ça? La journaliste de l'espace... Moussa Yero, qui est vraiment sur tous les fronts dans ce dossier et qui dénonce et qui parle. Je pense que les ONG se complètent. Hein, nous sommes en arrière-plan pour apporter, le cas échéant, une aide, un appui à Mme Yero dans le cadre de la gestion de ce dossier. Donc on ne peut pas tout le monde au même moment prendre en charge le même dossier. Vous avez l'attentat à la pudeur, vous avez le harcèlement sexuel, vous avez l'outrage à la pudeur. Et puis, expliquez tous ces concepts à nos auditeurs, M. Frédéric. Voilà, vous avez, ce sont des infractions qui sont définies dans le code pénal. On n'a pas assez de temps pour entrer dans les détails. On peut que donner les dispositions qui prévoient et sanctionnent, n'est-ce pas, ces infractions. Parler, n'est-ce pas, du harcèlement, vous avez les articles 277. Parler, n'est-ce pas, de l'attentat à la pudeur, n'est-ce pas. Vous avez les articles 276. Donc, il y a le harcèlement moral, par exemple. C'est-à-dire C'est-à-dire, par exemple, quelqu'un, un homme qui est patron d'entreprise, qui emploie une femme dans l'entreprise et qui commence à développer des sentiments. Qui envoie régulièrement des SMS, des invitations. Et parce que, justement, il est en position de force. Donc, ceci est un harcèlement moral. Voilà. Il harcèle la femme et, bon, finalement... quelquefois, il y a des femmes qui craquent, il y a des femmes qui succombent. Donc, pour revenir là-dessus, un harcèlement moral, lorsqu'un employeur qui a une ascendance sur ses employés et qui continue d'envoyer des SMS ou des invitations, et qui veut avoir des relations intimes avec ses employés, même si l'employé n'a pas envie de le faire et qui continue de le faire, ça devient du harcèlement dans le cadre professionnel. Parce que souvent, le patron a une certaine influence. Les rapports de force ne sont pas les mêmes. Dans le sauf qu'un employé ne peut pas dénoncer son patron au risque de perdre son emploi. Il a souvent la tendance à vouloir garder son travail et à accepter beaucoup d'injustices. Et ça, souvent, c'est porté devant les juridictions et quelquefois, on rentre en répression contre n'est-ce pas, le patron indélicat. Je voudrais un peu revenir sur le cas du viol. La caractéristique fondamentale, même la tentative, M. Frédéric, est punissable. La tentative, le viol, c'est un crime. En matière criminelle, la tentative est punissable. C'est en matière délictuelle que la tentative n'est pas punissable. Donc, le fait même de tenter, de mûrir, d'avoir un projet, d'aller violer, voilà, cela est punissable. Parce que le viol, c'est une infraction qui porte atteinte, si vous voulez, à ce qui est essentiel pour la femme, qui porte atteinte à l'honneur. Vous savez, le viol, souvent, les gens utilisent le viol comme une arme de guerre. Une arme de guerre, une arme pour soumettre un peuple, ou utilisent le sexe comme une arme pour soumettre un peuple, pour soumettre une tribu, pour soumettre une ethnie. On se met à violer, mais massivement, les femmes de cette communauté. Et ça affaiblit le moral des hommes, ça désarme les hommes. C'est un crime haineux, c'est un crime horrible, c'est un crime qui n'est pas tolérable dans une société normale. C'est pourquoi les lois sont sévères et les lois unanimement condamnent, mais sanctionnent avec la dernière énergie. Aucun homme ne peut accepter que sa fille ou que sa femme ou que son environnement immédiat, les femmes de son environnement immédiat, soient victimes de viol. Et parlant de cette violence psychologique, M. Frédéric Loua, un homme qui décide d'épouser une seconde épouse sans le consentement de la première, est-ce que cela ne peut pas constituer une violence psychologique pour la femme? Non. La question de la polygamie n'a rien à voir avec ceci n'est pas une violence lorsque une femme constate que son mari veut épouser une seconde femme, son avis n'est pas pris en compte. Elle en souffre quand même, M. Frédéric. Oui, mais nous sommes quand même africains. Nous sommes africains. On ne peut pas rejeter tout ce qui est culturel. Chez nous, tout n'est pas mauvais. Mais par respect, il faut avoir l'avis de votre épouse. Oui, il faut avoir l'avis de votre épouse. Il faut faire en sorte que celle qui est dans le foyer accepte, consente, n'est-ce pas,
à ce projet-là, parce que de toute façon, d'une manière ou d'une autre, le fait qu'un homme épouse une deuxième femme aura un effet immédiat sur la vie conjugale, sur les intérêts de la femme qui est déjà dans le foyer. C'est pourquoi il est important que véritablement l'homme ne puisse pas se dire que c'est moi qui ai la décision, c'est moi qui décide tout, je peux faire de ma vie ce que je veux. Non. Dès lors qu'on épouse une femme, dès lors qu'on accepte de partager sa vie avec une femme, on renie une partie, on abandonne une partie de ses libertés au profit de cette femme. Ça veut dire que cette femme a un droit de regard sur votre vie désormais, parce que justement, comme vous aussi, vous avez un droit de regard sur sa vie, elle doit avoir un droit de regard sur avant d'aller à la pause, Maître Frédéric Loy, vu que nous parlons de la violence, de la prise en charge juridique de la violence faite aux femmes, et lorsque une femme ne donne pas son consentement pour une relation intime, même votre épouse, est-ce que cela constitue une violence faite aux femmes? Non. Parce que là, ce problème se pose aujourd'hui. Lorsque la madame ne donne pas son consentement pour avoir des relations intimes, vous ne devez pas l'obliger. Est-ce que cela peut constituer une violence faite aux femmes? C'est extrêmement important. Il y a des débats autour de ça. Il y a des débats autour de ça en fonction, selon qu'on est en place, on est dans un cas ou dans l'autre. Il y a des gens qui disent que, les relations, comment on appelle ça? Le mariage est fondé sur les relations sexuelles. Il n'y a pas de mariage sans relations sexuelles et que le consentement de la femme est donné dès le jour du mariage. Ça veut dire que la femme, dans le foyer, doit pouvoir consentir aux relations sexuelles sous réserve qu'elle soit en bonne santé, sous réserve que son état de santé soit... En tout cas, quand elle est bien portante, elle n'est pas malade, elle est normale, elle ne fait pas ses menstrues. En tout cas, elle ne doit pas refuser à son mari. Elle a les dispositions physiques nécessaires. Elle ne doit pas refuser à son mari, n'est-ce pas? La femme n'est pas un objet, Maître Frédéric. Non, je dis, il y a des écoles. Mais chez nous en Guinée, n'est-ce pas, nous avons opté pour l'autre considération, qui dit que la femme doit pouvoir, n'est-ce pas, donner son accord, quelle que soit la situation. Même si vous êtes marié, quand vous voulez entretenir des relations sexuelles avec votre femme, il faut que la femme accepte, donne son accord. Et si elle n'accepte pas, vous n'êtes pas obligé de la forcer. Vous n'êtes pas obligé. Malheureusement, c'est le contraire souvent. Voilà, vous n'êtes pas Nous allons revenir sur Mais ça, c'est un débat compliqué parce que c'est la gestion de l'intimité des familles. Ça dépend de la situation. Non, ça peut conduire à la violence. Il y a des hommes qui peuvent battre l'autre femme pour ses plaisirs. Il y a un monsieur qui a tué sa femme à Kindia la dernière fois parce qu'elle a refusé d'entretenir les relations sexuelles avec Eh bien voilà, nous allons revenir sur ça. Ce sont des situations qu'il faut régler au cas par cas. Qu'on va régler. Mesdames et messieurs, alignés avec Maître Frédéric Foromo Loy, avocat à la Cour et directeur exécutif de l'ONG MDT, avec une coproduction Film FM et Kojinta, nous parlons de la prise en charge juridique de la violence faite aux femmes. On se retrouve dans un court instant après le passage de nos obligations commerciales. Des sujets de droit détricotés dans votre émission hebdomadaire Alinéa qui vous permet, mesdames et messieurs, qui rend le droit audible et accessible à tous. Et comme vous le savez, nous parlons de l'épineuse question de la prise en charge juridique des violences faites aux femmes avec notre invité exceptionnel, Maître Frédéric Foromo Loy. Il est avocat à la Cour d'appel de Conakry et directeur exécutif de MDT, l'ONG Même Droit pour tous. Et cette émission est coproduite par Film FM avec notre partenaire Kojinta. À présent, nous allons lire quelques messages sur notre page Facebook. Mohamed Mara qui nous suit depuis Tunis, la loi vous autorise alors à divorcer puisqu'elle est en photo. En épousant une femme, on ne l'achète pas. Par conséquent, elle n'est pas un objet sexuel. Si une femme se refuse à son mari de manière répétée pour autre raison que celle médicale ou liée à son hygiène personnelle, comprenez cela, alors vous n'avez qu'à envisager la séparation. D'ailleurs, ce refus systématique montre que quelque chose ne va pas dans le mariage, qu'il y a un gros souci à régler. Tout n'est pas sexe dans le mariage. C'est le message de l'animateur principal de cette émission, Mohamed Mara, à qui nous souhaitons bon courage depuis la Tunisie. Mara qui est en soins médicaux pour ses yeux. Alors, quant à Habib Hore Koubisso, salut la radio 2.0.
Tout le monde parle de la violence faite aux femmes aujourd'hui, mais sans savoir même son origine. Au fait, la violence faite aux femmes tire son origine dans la famille. Elle commence quand les petits garçons jouent derrière la cour et les petites filles sont dans la cuisine. Elle commence quand les petits garçons regardent la télé et que les filles sont en train de laver les bols. Abibo, Hore, Kubi, So, l'enfant de Digraï depuis le Kankan Nabaya. Et l'autre qui nous envoie un message en Nko, si une femme ne fait pas ça, l'obligation conjugale, la loi a-t-elle prévu quoi dans cette situation? Quant à Abdoulaye Djibril Diallo, la violence contre les femmes, c'est quelque chose qui ne devrait pas passer dans un pays musulman. Oh là là, Abdoulaye, nous sommes dans un pays laïque quand même. Le messager d'Allah a dit, les croyants qui font preuve de la foi, la plus parfaite sont ceux qui ont le meilleur comportement et les meilleurs d'entre vous sont ceux qui sont les meilleurs envers leurs femmes. Que Allah nous donne la bonne compréhension de l'islam et l'exemple du prophète Mahomet, paix et salut sur lui. Amin. Et toujours des messages sur notre page Facebook. Jean Kaba, malgré le poids démographique et les efforts précités des gouvernements et alors même qu'elles détiennent le droit de vote et d'éligibilité, les femmes demeurent sous-représentées dans les instances de prise de décision, y compris les institutions publiques totalement ou partiellement électives. Il se pose la question pourquoi, et Chérif Baforomo, quand on est de la violence, qu'en est-il de la violence faite aux hommes? Vous trouvez normal? Bon, je laisse ce message qui n'est pas très catholique. Bonjour Monsieur Mara et à notre génial invité. Alinéa est une école juridique. Monsieur Mara, comment convaincre les citoyens à avoir le courage d'aller porter une plainte quand il y a problème avec nos parents? Généralement, quand tu parles de plainte, on te dit de laisser parce que ça n'aboutira pas. Lambako. Voilà, Monsieur Mara depuis la Tunisie, vous avez compris le message. Et quant à notre directeur de communication de Film et Famille, le responsable des partenaires institutionnels, Cabinet Fofana, pourrait-on savoir quelques dispositions légales en la matière, les peines y afférentes? Et nous allons terminer par ce dernier message. Bonjour Alinéa, je salue votre invité, Mohamed Kaba. On te retrouve dans toutes les émissions. Merci à vous, Abouakar Bari. C'est parti pour Angle Droit. C'est parti avec le Angle Droit, deuxième partie. Le débat continue avec notre invité, Maître Frédéric Foromo, loi avocat à la Cour, directeur exécutif de l'ONG MD pour tous, Maître Frédéric Loi. Aujourd'hui, quels sont les critères d'admission des victimes de violences basées sur le genre? Oui, encore une fois, merci. Je voudrais dire que notre organisation MDT, qui est une ONG de défense des droits de l'homme, depuis sa mise en place, est animée par une équipe d'avocats, de juristes et de parajuristes qui représentent assises au plan juridique et judiciaire plusieurs centaines de femmes et filles dans les 4 régions naturelles de la Guinée. Donc nous avons des bureaux un peu partout en Guinée pour, n'est-ce pas, assister au plan juridique et judiciaire les femmes. Et MDT s'illustre de façon remarquable dans la lutte contre l'impunité des violences faites aux femmes, y compris les pratiques traditionnelles. Je veux parler du mariage précoce, la mutilation génitale féminine, la prostitution forcée et autres. Voilà les actions sur lesquelles nous portons nos efforts. Et pour cela, nous avons des critères de sélection. Oui, allez-y. Pour justement être opérationnel sur le terrain. Parce qu'on ne peut pas prétendre prendre tous les cas que connaît le pays. Nous avons un personnel limité, une capacité limitée. Nous avons défini 3 critères. Le premier critère, c'est la vulnérabilité de la victime. C'est-à-dire une victime qui est vulnérable, par exemple une petite fille ou une femme qui n'a pas les moyens, qui est violentée, qui n'a pas les ressources nécessaires pour prendre un avocat, une femme qui se retrouve à l'arrière-plan, qui n'a pas les ressources. Voyez-vous, donc nous chargeons de prendre ces femmes-là. Il y a des femmes qui sont violentées, mais qui ont les moyens. Est-ce que vous avez des psychologues au sein de votre ONG? Parce que je crois que c'est un peu important, oui, c'est vrai, lorsque les femmes sont victimes de cette situation. Nous sommes en train de finaliser un accord avec Médecins Sans Frontières. Voilà. Qui a, je crois que une psychologue brésilienne qui travaille ici. Nous allons référer dorénavant les cas qui nécessitent cette intervention-là vers Médecins Sans Frontières pour les prises en charge nécessaires. Et surtout, je voudrais aussi préciser pour les cas de viol, les femmes qui sont violées, pour leur prise en charge médicale, elles peuvent venir à MDT. On va les référer à Médecins Sans Frontières, avec qui nous sommes en train, comme je l'ai dit, de finaliser un accord
pour que ces femmes-là soient prises en charge au plan médical, nous allons leur apporter l'assistance judiciaire. Et est-ce que ces hommes aussi n'ont pas besoin de thérapie quelque part? Les hommes qui s'adonnent à ces violences conjugales faites aux femmes. Oui, mais ces gens qui Il faut des séances de thérapie pour ces hommes barbares. Oui, il faut des séances de thérapie, mais leur place est en prison, de façon générale. Parce que quelqu'un qui se donne le plaisir, comme je l'ai dit... La loi est préventive aussi, maître. Oui, mais il faut quand même... Oui, la prévention, c'est avant la commission de l'infraction. Mais dès lors que l'infraction est commise, je pense qu'il faut lancer les poursuites pour que les sanctions tombent. Parce que en matière criminelle, lorsque l'action publique est ouverte, il faut aller nécessairement au jugement. Et quand on parle de jugement, c'est qu'il y a une sanction pénale qui va tomber. Donc ça, c'était le premier critère, comme je l'ai dit, la vulnérabilité. Le deuxième critère, c'est l'indigence de la victime. L'indigence de la victime. C'est-à-dire la victime n'a pas les moyens, elle est indigente. Il y a même, comme je l'ai dit, un projet de loi pour pallier à cette situation-là, pour faire en sorte que les indigents qui ont besoin de saisir la justice puissent le faire. Et l'État se doit de les assister. Donc nous intervenons lorsque la victime, elle est indigente. Elle n'a pas les moyens. Et le troisième critère, comme je l'ai dit, c'est le manque de toute autre assistance de la part d'une autre organisation. C'est le cas, par exemple, de Maman, qui est déjà prise en charge, mais de façon honorable par l'ONG de Mme Yero. Je pense que nous sommes en appui, nous sommes en arrière-plan. Lorsqu'elle va souhaiter notre intervention, eh bien, nous allons... Et parlant de FUMA, aujourd'hui, c'est un débat qui divise certains juristes. On se pose la question, est-ce qu'il faut requalifier les faits? Oui, bon, moi, je ne vais pas entrer dans... Non, en quelques mots, parce que c'est un sujet d'actualité, maître Frédéric. Je ne peux pas qualifier cette situation. Je pense que la justice est saisie, il y aura eu une information judiciaire qui a certainement été ouverte. Et dans le cadre de cette information judiciaire, le juge aura la latitude d'écouter les uns et les autres et de cibler la qualification appropriée. Il ne m'appartient pas ici, devant, voilà, sur vos antennes, de qualifier cette infraction. Ce que nous pouvons dire, c'est que nous sommes des organisations de défense des droits de l'homme, nous sommes des organisations qui luttons contre les violences, faites aux femmes. Nous sommes disposés à accompagner les ONG qui travaillent déjà sur cette question-là pour que la loi triomphe, pour que le droit triomphe. Voilà, mesdames et messieurs, vous écoutez votre émission Alinéa qui reçoit Maître Frédéric Foromo, avocat à la Cour, président de l'ONG, directeur exécutif de l'ONG MDT. Cette émission est coproduite par FIMFM et l'ONG Coginta. Nous parlons évidemment de la prise en charge juridique suite aux violences faites aux femmes. Maître Frédéric, vous avez tantôt parlé en filigrane de la prostitution forcée. Est-ce qu'il y a une différence entre cette prostitution forcée et le proxénétisme? Oui, le proxénétisme, ce sont des infractions connexes, n'est-ce pas? Des gens qui, par exemple, il y a un réseau de trafiquants ici qui promettent, n'est-ce pas, une belle vie à nos sœurs. Ce réseau prend des femmes ici, les amène en Égypte, là-bas, et puis force ces femmes-là à se prostituer pour en faire de l'argent. Ça, ce sont des infractions et souvent, il y a des services spécialisés qui démantèlent ces réseaux ici et les gens sont souvent envoyés en prison. Ce sont un réseau de criminels qui trompent les jeunes filles guinéennes qui leur promettent monts et merveilles pour dire qu'en Égypte, une fois là-bas, on va vous embaucher, vous allez faire tel travail, vous allez faire telle activité et vous serez en capacité de venir en aide à vos familles. C'est faux. C'est un réseau de proxénètes qui recrutent les femmes ici, qui ont des correspondants là-bas et qui vont soumettre nos sœurs à la prostitution. Nous avons reçu assez de dossiers de cette nature-là et c'est le moment, l'opportunité pour moi d'informer nos sœurs pour leur dire que ce genre de personnes, ce genre de réseau, faut pas tomber dans leur filet. Il faut éviter. Je pense qu'on peut travailler dans notre pays, on peut travailler et réussir dans notre pays lorsqu'on se donne les capacités nécessaires. Et la justice, maître Frédéric Foromo, doit avoir la main lourde quant aux auteurs d'une prostitution forcée. Oui. Les parents qui obligent leurs filles à exercer, comme on le dit, le plus vieux métier du monde. Oui, les parents, vous savez, il y a des familles qui tombent aussi dans la facilité. Lorsqu'il y a des difficultés, bon, la jeune fille est là, on dit, mais toi,
Alors, tu es là, tes amis apportent tel bien à leur famille, tes amis font ceci, toi on ne comprend pas, qu'est-ce que tu fais? Et finalement, même sur les réseaux sociaux, il y a des réseaux, n'est-ce pas? Il y a des groupes de bandits qui se cachent derrière de fausses identités pour appâter les jeunes filles, pour les amener à les rejoindre, pour que justement encourager cette prostitution. Nous avons beaucoup de témoignages de cette nature-là et il faut faire en sorte qu'on évite cette situation et les autorités doivent se donner les moyens, les techniques nécessaires pour démanteler ces criminels et les envoyer en justice. Alors, Maître Frédéric Foromoloa, on parlait tantôt de l'assistance juridique et de l'assistance judiciaire. Quelques concepts peuvent attirer mon attention. Souvent, on entend parler chez les juristes du parajuriste, du juriste même et de l'avocat. Quel doit être le recours idéal lorsqu'une femme est victime de violences conjugales? Elle doit faire recours à ses cliniques juridiques, à un parajuriste, à un juriste ou à un avocat? Vous savez, l'avocat est dans la hiérarchie, l'avocat est un peu à un niveau élevé, n'est-ce pas? L'avocat ne peut pas aller dans le quartier rechercher les dossiers de viol, les dossiers de violence faites aux femmes ou bien les dossiers d'agression. On contacte l'avocat dans son cabinet, on vient saisir l'avocat dans son cabinet d'un dossier. Et l'avocat maintenant se charge de prendre ou de refuser ce dossier. Donc, devant cette situation, on ne pouvait pas rester indifférent. C'est pourquoi on a développé ce qu'on appelle les parajuristes. Les parajuristes, c'est une aide aux avocats qui travaillent avec nous. Nos parajuristes sont en contact avec... qui n'ont pas encore prêté serment ou quoi? Qui ne sont pas avocats? Ce sont des juristes. D'accord. Quelquefois même des gens qui restent dans leur communauté et qui ont une certaine connaissance du droit, qui sont formés, qui sont éduqués pour que véritablement ils puissent informer, sensibiliser leur communauté et lorsqu'il y a des cas de violence là-bas, pour que ces cas nous soient remontés afin que nous puissions saisir l'avocat. Donc nous avons souvent ces parajuristes, nous en avons dans la région de Bokeh, nous en avons ici, et on a un projet avec l'Union européenne où on a formé beaucoup de parajuristes et passent dans les salons de coiffure, passent dans les maisons de passe ou en tout cas sont sur le terrain pour faire en sorte que les informations nous soient remontées et que l'avocat puisse être saisi le cas échéant afin que l'action nécessaire soit portée devant la justice. Et après les parajuristes, nous avons les juristes. Les juristes. Qui ont une certaine connaissance. De façon générale, ce sont des gens qui ont la licence ou bien le master ou la maîtrise en droit et qui ne sont pas encore avocats, qui n'ont pas prêté serment. Et ces avocats viennent en seconde position pour essayer d'analyser le dossier et donner les premières qualifications afin que, pour donner forme au dossier judiciaire, et ce n'est que par la suite que l'avocat est saisi, et lorsque l'avocat est saisi, ça voudrait dire que le dossier est désormais devant la justice ou que le dossier est désormais devant un service de police judiciaire et l'avocat vient maintenant pour intervenir afin que les droits de la femme, de la victime soient protégés et préservés. Nous allons à présent à Maître Frédéric Foromoloa. Dans ce magazine, donner la parole aux auditeurs. Vous pouvez appeler dès maintenant, mesdames et messieurs, sur le 81 85. Si vous avez des témoignages à faire, si vous avez des questions à poser à notre invité sur la prise en charge juridique de la violence faite aux femmes, c'est dès maintenant. Fim FM, entre le fort et le faible. C'est la liberté qui opprime et la loi qui affranchit. L'accordaire. Fim FM, Alinéa, à vous la parole. Alinéa, à vous la parole. Benjamin Guilavogui me signale qu'on a déjà un tout premier auditeur. Pas encore. Alors, Maître Frédéric Loy, avant, nous avons ce premier auditeur. Bonjour. Il est parti. Alors, Maître Frédéric Foromoloa, j'ai lu un document où par rapport à l'assistante proprement dite, où on parle des maisons de la femme avant les cliniques juridiques. Oui, c'est quoi ces maisons de la femme? Les maisons de la femme, ce sont des bureaux, en quelque sorte. Nous allons prendre cet auditeur. Bonjour. Il est parti. Voilà, les maisons de la femme. Ce sont des bureaux que nous avons dans nos locaux pour recevoir les femmes. Pour recevoir les femmes
pour les informer. Nous allons prendre cet auditeur. Bonjour. Allô, bonjour. Bonjour madame, comment vous appelez? Vous nous appelez d'où s'il vous plaît? Oumouba. Oumouba, bonjour et bienvenue. Merci. Bonjour à tous. Hein. En fait, monsieur l'invité, vous avez dit à une partie de votre intervention entre l'homme et la femme. Et si la femme ne veut pas, il ne faut pas forcer la situation. Et si, voilà, en ce moment, est-ce que l'homme aussi peut porter plainte contre la femme? Ça, c'est la première question. Ensuite, la deuxième question ici, par exemple, si un homme veut te violer, tu te défends, au cas où tu arrives à tuer l'homme, quel est le jugement de cela? Pour le cas aussi de Massi, là, est-ce que c'est une obligation qu'il faut prendre la famille en charge, étant donné les témoignages du papa, c'était son espoir, c'était sa fille, donc tous les soirs étaient sur moi, et malheureusement m'a perdu la vie en étant violée. C'est une obligation ou c'est seulement il faut l'accompagner financièrement la famille. Merci beaucoup. Merci Oumouba depuis Kobaya. Vous avez bien compris? Oui, bon. Pertinente question. Hein? Je vais commencer par la dernière question. Le papa qui dit que son espoir c'était la femme, c'était maman, et voilà que malheureusement maman est morte des suites de ce viol-là. Moi, je pense que oui, bon, il aura un jugement. Le jugement va être fait. Et lorsque les personnes actuellement en détention vont être reconnues coupables de l'infraction du viol, non seulement ces personnes vont être condamnées pour le viol commis sur la personne de Massila, mais également le fait que, c'est-à-dire les conséquences de ce viol qui ont entraîné la mort de Maman et aussi la perte maintenant désormais de ressources financières parce que Maman était le soutien de la famille, le tribunal doit pouvoir prendre tout cela en considération et prononcer des dommages intérêts conséquents. Et jusqu'à présent, ils sont présumés innocents. Ils sont présumés innocents. Et même le pire des criminels a droit à l'assistance d'un avocat. Voilà, ils seront assistés, ils vont défendus et ça sera un débat. Et la première question de Mme Oumou, est-ce qu'une femme peut porter plainte lorsque son mari l'oblige à avoir des relations intimes dans le mariage? Oui, une femme peut porter plainte lorsque son mari l'oblige à avoir des relations intimes, mais très souvent, une femme qui entreprend cette décision-là, ça voudrait dire que la situation n'est plus dans la normalité et les hommes, souvent, lorsque c'est le cas, préfèrent n'est-ce pas, le divorce. Je pense que ce sont des actions, en les posant dans le contexte guinéen, la femme doit pouvoir réfléchir très bien. Est-ce qu'elle veut encore... Nous allons prendre ce dernier auditeur, Benjamin Guilavogue, si tu me permets. Bonjour. Bonjour. Allô? Oui, bienvenue monsieur. Comment vous vous appelez? Vous nous appelez d'où s'il vous plaît? Allô? Oui, bonjour monsieur. Comment vous vous appelez? Vous nous appelez d'où? Oui, bonjour. Vous allez bien? Très bien. Ouais, c'est M. Diallo depuis Sangoya. Monsieur Diallo, bienvenue. Nous vous écoutons. Merci. Je voudrais avoir le contact de ce monsieur. Si c'est possible, oui. D'accord, nous allons vous donner le numéro en offre. Dès après l'émission, contactez le technicien. Ensuite, vous m'entendez? Oui, très bien, allez-y. Voilà, moi je t'apprécie beaucoup, hein, vraiment. Merci. Franchement, oui, c'était ça. Merci beaucoup. Alors, Maître Frédéric, si ça ne vous dérange pas de donner votre numéro aux auditeurs pour des besoins, je crois que c'est important, vous avez la parole. Je pense que oui, c'est important. Nous sommes là, nous avons un travail que nous faisons dans l'intérêt des populations. Nos numéros peuvent être à la portée des citoyens. Allez-y. Pour moi, vous pouvez me contacter sur le 622 33 46 19. Ça, c'est mon numéro. Et lorsque vous avez connaissance d'un cas de violence à l'égard d'une femme ou d'un cas d'agression physique contre une femme ou de viol ou de quoi que ce soit, appelez-nous, référez-nous le cas. Et surtout les cas de viol, lorsque la fille est malade,
référez-nous le cas. Nous avons la possibilité d'envoyer la victime en soins chez médecin sans frontières. Et la personne va être prise en charge sanitairement de façon gratuite. Et en ce qui concerne l'assistance judiciaire, nous avons la possibilité aussi d'offrir cette assistance de façon gratuite également. Ce qui est une très bonne initiative. En tout cas, Maître Frédéric Folomouloa, ce fut un plaisir de vous recevoir dans ce magazine Alinéa consacré au droit. Merci d'être passé dans nos locaux. Et mesdames et messieurs, voilà comment on se quitte au compte de cette émission Alinéa qui a débattu la prise en charge juridique de la violence faite aux femmes avec une coproduction de Film FM et l'ONG Kojinta. Ce fut un plaisir de vous servir en visioconférence. Il y avait Ibrahim Silla avec une conduite technique de Benjamin Guilavogui. Ce fut un plaisir de vous servir. Au revoir.